Ceci est un livre audio autogénéré par Google. La politique européenne de sécurité et de défense. Quel bilan après 10 ans? Quelles nouvelles orientations? À ma femme Boglarka et à mes parents. Questions contemporaines. Collection dirigée par B. Péquignot et Desroland. Chômage, exclusion, globalisation. Jamais les questions contemporaines n'ont été aussi nombreuses et aussi complexes à appréhender. Le pari de la collection Questions contemporaines est d'offrir un espace de réflexion et de débat à tous ceux, chercheurs, militants ou praticiens, qui osent penser autrement, exprimer des idées neuves et ouvrir de nouvelles pistes à la réflexion collective. Derniers ouvrages parus. Vanessa Fargnoli, Violès comme arme de guerre, 2012. Jean-Jacques Ledos, Petite contribution à l'histoire de la radio, 2012. Jean-Jacques Ledos, Petite contribution à l'histoire de la télévision, 2012. Julien Denieuil, Concentration éditoriale et bibliodiversité, 2011. Roland Guillon, La Méditerranée à l'épreuve de la globalisation, 2012. Esther Resta, La société patriarcale face à la résistance des femmes, 2012. Esther Resta, Du matriarcat au patriarcat, 2012. Saïd Koutani, Le devenir du métier d'ingénieur, 2012. Bernard Gourmelin, Handicap, projet et réinsertion. Analyse des processus identitaires pour les travailleurs handicapés, 2012. Éric Sartori, Le socialisme d'Auguste, 2012. Jean-Christophe Torres, Du narcissisme. Individualisme et amour de soi à l'ère postmoderne, 2012. Yvon Olivier, La désunion française. Essai sur l'altérité au sein de la République, 2012. Joachim Marcustiff, La société sous-informée, 2012. Michael Laclos, Le grand plan, Nouvelle stratégie de la globalisation capitaliste, 2012. Michel Juffé, Quelle croissance pour l'humanité, 2012. Daniel Estevez, Représenter l'espace contemporain, projets et expérimentations architecturales dans les aéroports, 2012. Stéphane Jacot, en collaboration avec Yves Charpenel, La justice réparatrice, 2012. Émilie Picou, Démythifier la maternité. Concilier foi chrétienne et droit à l'avortement, 2012. Introduction. La construction européenne a garanti, 60 années durant, la paix et la stabilité sur notre continent. Cette situation a permis à l'Europe de renaître des cendres et de construire une zone de prospérité et de bien-être, avec un modèle social unique. Premier grand résultat de l'élargissement, en juillet 1997, l'OTAN a invité au sommet de Madrid 3 États à rejoindre ses rangs, la Pologne, la République tchèque et la Hongrie, malgré l'opposition de Moscou qui voyait dans cet élargissement une marche à l'Est, qui la menaçait. Quant à la naissance de la PESD1, et même après l'adhésion des 10 nouveaux États membres, les NEM, les États d'Europe orientale se sont trouvés dans une position délicate. Une nouvelle politique européenne naissait qui pouvait à terme pousser les Américains à se retirer d'Europe. Or, pour les nouveaux États membres de l'OTAN ainsi que pour les États candidats, cette perspective ne paraissait pas idéale. L'Europe d'aujourd'hui est à la croisée des chemins. Avec 494 millions d'habitants, son poids spécifique est majeur. En 2009, elle est encore en train d'élaborer une stratégie commune qui se base sur les objectifs de la stratégie européenne de sécurité en 2003. En mai 2003, le haut représentant de la PESC a proposé la mise en œuvre d'une stratégie de sécurité pour l'UE et cette conception stratégique de l'Union ressemble fortement à la nouvelle conception stratégique de l'OTAN, Washington 1999. Selon la stratégie, il faut assurer un avenir plus avantageux, réfléchir globalement et agir localement. Les enjeux les plus importants sont de faire face aux menaces comme le terrorisme et la prolifération des armements, et de garantir la sûreté dans le voisinage européen. Or, l'élargissement de l'UE a placé certains nouveaux États dans une situation vulnérable car ils côtoient des régions instables. Le premier problème est aujourd'hui de savoir si les États membres de l'Union européenne dans leur ensemble veulent devenir responsables de leur destin dans le domaine de la défense.
Depuis 50 ans, leur attitude constante a été de réagir face à des initiatives ou des évolutions venues d'ailleurs. Les premiers pas vers une identité européenne de défense ont eu lieu, parce qu'en fin de compte, l'engagement américain pour la sécurité du continent paraissait à tous égards moins assuré. La crise de Berlin, comme celle des euromissiles, en ont montré les faiblesses dans le domaine nucléaire. La crise yougoslave a eu un rôle de révélateur équivalent dans le domaine conventionnel. Les crises africaines montrent que si l'Europe ne fait rien, ce ne sont pas les États-Unis qui les régleront. Le dilemme fondamental auquel les Européens sont confrontés, celui de leur relation avec les États-Unis et avec l'OTAN, en est le symbole. À défaut, toute avancée européenne sera ressentie par Washington comme un signe de défiance et certains Européens de leur côté craindront d'avoir à choisir entre leurs voisins et une alliance à laquelle ils sont à juste titre attachés. L'Union devient un jeu de check and balance, où chacun cherche à mettre en place les contre-pouvoirs qui peuvent neutraliser tel ou tel et par contre-coup, l'ensemble. La défense de l'Europe peut être fondée demain sur une coopération flexible entre armées qui garderont leur identité et par conséquent leur motivation, et contribueront à maintenir l'esprit de défense de leur peuple. La condition du succès de l'entreprise est que chacun y trouve sa place, petit comme grand, avec les profondes différences culturelles, militaires, diplomatiques et stratégiques. L'activité trop grande de politique étrangère et de sécurité des grands risques d'inquiéter les petits pays sur ses conséquences financières et militaires. Notre étude personnelle du cas hongrois en est une illustration. L'Europe n'est pas une forteresse et ne saurait pas se satisfaire d'un monde où subsiste tant de déséquilibres. L'objectif de l'Union est de donner aux pays et populations défavorisées les moyens de se développer, autrement dit s'attaquer aux sources mêmes de la pauvreté et de la vulnérabilité. Cette action suppose la mise en œuvre des politiques qui permettent de contribuer à consolider la démocratie, l'état de droit, la bonne gestion des affaires publiques et le respect des droits de l'homme. Car le développement ne va pas sans la démocratie et l'histoire contemporaine, y compris celle de l'Europe, montre que les droits de l'homme restent une exigence majeure pour l'Union qui joue un rôle moteur dans ce domaine. Partout, l'Europe s'attache à faire avancer les droits fondamentaux que sont les droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels, sans oublier les droits des femmes et des enfants ainsi que ceux des minorités et des personnes déplacées. Le monde est devenu global, aussi en termes politiques et en termes de sécurité, et il reste instable. Le monde d'aujourd'hui est marqué par deux tendances apparemment contradictoires. Une désétatisation du monde au profit d'influences et de réseaux, un monde où les problèmes dépassent la taille et les compétences des nations, qu'il s'agisse de climat, de terrorisme, de finances ou de santé. De l'autre côté, on assiste à un retour en force de la violence, celle des affrontements ethniques, nationaux et religieux, avec une demande accrue de protection et d'identité adressée aux États, avec des États aux ambitions stratégiques ou financières nouvelles, avec un retour de la question nationale et territoriale. La bataille pour le contrôle des ressources retrouve une prégnance oubliée, et la stabilité de ce monde semble reposer sur un équilibre des puissances. Le terrorisme n'est pas éradiqué, la prolifération des armes de destruction massive n'est pas endiguée et les crises et conflits régionaux continuent à se répandre. Aucun État membre de l'Union ne peut aujourd'hui relever, à lui tout seul, ces défis. Aucun État membre de l'Union ne peut, à lui tout seul, faire face à ces menaces et dangers. Il faut donc nécessairement une réponse commune, dans laquelle l'Europe a un rôle essentiel à jouer, ensemble avec ses partenaires. L'entrée en vigueur du traité de Lisbonne n'entraîne pas une militarisation de l'Europe. Il donnera à l'Union des instruments nouveaux, qui ouvrent la voie à une politique étrangère et de défense plus réactive et plus cohérente. Chaque État a des armées, mais c'est plus efficace et moins coûteux si elles travaillent ensemble, et il est nécessaire d'avoir des forces armées réformées qui puissent agir rapidement dans un environnement qui au cours des 10 dernières années a changé de fond en comble. Car il s'agit de prévenir les guerres ou d'arrêter les conflits, de défendre les valeurs fondamentales auxquelles nous croyons et d'assurer la stabilité. Le 11 septembre a mis clairement en évidence le fait que le monde industrialisé ne pourra pas durablement rester à l'écart et à l'abri des tensions et des conflits qui secouent le tiers-monde, et l'Afrique y est particulièrement touchée. Dans le monde aujourd'hui, seule une minorité récolte des fruits des perspectives de croissance qu'offre la mondialisation
et bénéficient des nouvelles technologies de l'information. Les pays riches, y compris les pays européens, ne peuvent se satisfaire de cette situation pour des raisons morales, mais aussi dans leur propre intérêt, puisque les tensions et les conflits s'étendent désormais bien plus vite et bien plus loin. Une Europe forte, démocratique et prospère est un gage de sécurité pour les États-Unis et dans un monde interdépendant et face aux nouvelles menaces, nos actions pour la stabilité, la démocratie et la liberté doivent être coordonnées et complémentaires. Face à des crises internationales, face au crime international, face au terrorisme international, seule une coopération renforcée peut nous conduire au succès. L'engagement commun pour la stabilité et la sécurité, garant de la paix et de la liberté, à travers notamment une politique crédible de défense européenne, valait bien, et c'est essentiel pour assurer que nos soldats sur le terrain, qui accomplissent des missions difficiles, soient des représentants dignes de notre continent et de nos valeurs dans le monde. Le contexte de l'évolution de la sécurité et de la défense commune après la Seconde Guerre mondiale, mais surtout depuis les années 1990 est généralement invoqué pour les justifier, risquant de favoriser le contexte géopolitique et à plus forte raison, diplomatique et militaire des acteurs. L'Union européenne entend agir en tant qu'acteur global. Pour ce faire, elle doit continuer à renforcer son dispositif politique et diplomatique et elle doit continuer à développer la PESD. Plus de capacité, plus de cohérence, plus de partenariat. Paris le 20 novembre 2010. Dr András István Türk PhD. Première partie. L'émergence d'une politique EUROPEENNE commune en MATIERE, d'affaires étrangères, de SECURITE et de défense. 1947 à 1998. Never before have we had the chance of getting the moral leadership of the world for such a price à Four Division. Churchill 2. L'identité européenne ne sera pas acceptée par le monde extérieur si les États européens se présentent parfois unis et parfois désunis. Léo Tindemans, 1975-3. Nous faisons de la politique étrangère, comme M. Jourdain faisait de la prose, sans trop nous en rendre compte. Jacques Santer 4. Le CENTAG, les forces de l'OTAN et du pacte de Varsovie. Source: Central Front www.1-33radar.org/centralfront.htm- by Bozo, Frédéric, La France et l'OTAN de la guerre froide au nouvel ordre européen, Paris Freemason, 1991, carte 8. Les commandements de l'OTAN et le Forward Defense Concept. Source: www.1-33radar.org/centralfront.htm. Chapitre I. L'architecture européenne de sécurité et le développement de l'idée d'une défense commune dans l'espace transatlantique, du traité de Dunkerque en 1947 jusqu'à la mise en place de l'UEO en 1954. Des accords bilatéraux à la défense collective. Le 9 mai 1950, Robert Schuman a lancé son initiative concernant la future CK5, qui se basait sur l'idée de Jean Monnet. Cet acte était primordial pour la mise en place de la CEE et plus tard de l'Union européenne. La démarche économique est devenue le premier pilier de la structure européenne de Maastricht en 1991-1992. Cette initiative était suivie par une autre démarche dans le domaine de la défense, rapidement en échec. C'était le plan Plévin, mais il y a certains antécédents à évoquer. Depuis la deuxième moitié de l'an 1944, l'un des objectifs principaux de la politique française était la mise en place d'un système d'accords bilatéraux contre la renaissance d'une menace allemande. À l'époque, Washington n'avait pas l'objectif d'investir militairement en Europe. La première expérience après la Deuxième Guerre mondiale, pour l'établissement d'un système de sécurité aurait été perçue plutôt au XIXe siècle. L'accord de Dunkerque, signé pour une période de 50 ans toujours en vigueur, le 4 mars 1947-6, basé sur l'article 53 de la Charte des Nations Unies, était un accord bilatéral entre la Grande-Bretagne George VI et la France Vincent Auriol, 7, pour établir les fondements de l'IDD'. Une organisation élargie, une organisation européenne de défense 8. Il semblait que les Anglais se montraient plus ouverts devant les efforts français concernant les garanties exigées,
et désavouée par la Grande-Bretagne après la Première Guerre mondiale. En bref, il s'agit d'une alliance avec l'URSS, encore contre l'Allemagne, c'est-à-dire que le traité de décembre 1944 est conclu contre la menace allemande éventuelle dans l'avenir et garantit que l'autre partie lui viendra immédiatement en aide. Art. 2. Il évoque aussi d'autres traités d'alliance et d'assistance mutuelle, conclus avec l'URSS 9, préambule, et souligne l'importance des consultations sur les questions économiques pour accroître la prospérité 10. Mais cette expérience de la défense régionale n'était pas acceptée par les deux superpuissances de l'époque, Washington et Moscou. Après les événements en 1947, désengagement anglais en Grèce, doctrine de Truman, plan Marshall, doctrine de Kennan, après avoir accepté la critique des Américains à Londres, le 22 janvier 1948, Ernst Bevin a proposé devant la Chambre des communes, House of Commons, 11, une coopération basée sur Dunkerque. Une coopération entre les nations ouest-européennes, notamment avec la France et les pays du Benelux. Ernst Bevin était le ministre des Affaires étrangères d'une Grande-Bretagne qui cherchait à garder son rôle d'une grande puissance régionale en Europe, mais qu'elle n'était plus qu'une puissance médiocre avec une situation spéciale, dans la grande politique. La Grande-Bretagne prend toutes les mesures possibles pour empêcher la création d'un nouveau conflit à l'ouest, depuis l'Allemagne ou de n'importe où, et le Royaume-Uni ne peut pas exister en dehors de l'Europe, et même quant à ses problèmes, il ne peut pas s'isoler de ses voisins européens. L'idée d'une défense collective 12 en Europe a émergé. Paul-Henri Spaak était prêt à rejoindre les initiatives franco-anglaises et a proposé d'inclure des dimensions économiques et transformer le traité de Dunkerque en une alliance erga omnes, particulièrement contre l'agression soviétique. Les hautes parties contractantes ont accepté ces propositions à l'exception du nom proposé, l'Union de l'Europe occidentale. Ainsi, l'accord entre la Belgique, le Luxembourg, les Pays-Bas, représentés par une délégation 13, la France, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, le traité de Bruxelles 14, et l'Union occidentale, fut le premier pas européen vers une légitime défense collective pour coopérer loyalement et coordonner leurs efforts pour constituer en Europe occidentale une base solide pour la reconstruction de l'économie européenne. Les hautes parties ont émis leurs vœux de collaboration en matière économique, sociale et culturelle, et leur légitime défense collective. Cette dernière se basait sur la Charte des Nations Unies dans l'article 4. Au cas où l'une des hautes parties contractantes serait l'objet d'une agression armée en Europe, les autres lui porteront, conformément aux dispositions de l'article 51 de la Charte des Nations Unies, aide et assistance par tous les moyens en leur pouvoir, militaire et autres. Cet article n'inclut pas de limitation géographique concrète, une agression armée en Europe, et les hautes parties préféraient approuver la charte de l'Assemblée qui permet de délibérer toutes les questions relevant du traité 15. Le deuxième pilier c'est l'article VI, alinéa 2. Elles ne concluront aucune alliance et ne participeront à aucune coalition dirigée contre l'une d'entre elles. À cet article répond l'article 8 du traité de l'Alliance Atlantique dans un contexte plus large. La réaction des États-Unis était très positive. De plus, ils hésitent à adhérer au traité de Bruxelles, ce qui était le but d'Ernest Bevin. Mais Lester Pearson, Premier ministre du Canada a proposé l'inclusion des membres du Commonwealth, s'y opposait. Aucune raison d'une même épreuve ainsi que pour le Brésil ou l'Australie. George Kennan, conseiller principal de la planification, Charles Bollen, celui des affaires soviétiques et Robert Lovett des affaires politiques étaient également contre, puisqu'il estimait inutile de s'adresser directement contre l'Union soviétique et doutait de la ratification du Sénat. Mais le Sénat a voté la fameuse proposition du sénateur Vandenberg concernant les engagements américains en dehors du continent américain, le 11 juin 1948-16. Ainsi et à cause du manque de capacité de défense par rapport à la menace soviétique, l'esprit et l'élan du traité de Bruxelles en 1948 pour une défense européenne commune étaient subordonnés à la stabilité euro-atlantique dans le contexte de la guerre froide et garantis par l'Alliance Atlantique, surtout l'article 5-17 du traité de l'Atlantique Nord, et notamment par la force nucléaire des États-Unis. Mais jusqu'en 1952, l'Alliance Atlantique n'était pas une structure intégrée au temps. L'Europe elle-même n'était pas un facteur autonome dans cette structure. Il est bien inutile d'accuser les États-Unis,
parce que si l'Alliance Atlantique met en œuvre un système de défense de l'Europe, elle ne crée pas un système de défense européenne au sens strict du terme, puisque sa base est constituée par une garantie donnée par une puissance extra-européenne. 18. L'UEO était longtemps loin d'accomplir son rôle, quoique son Conseil consultatif, établi par l'article 7 dans le traité modifié à Paris, Conseil de l'Europe, l'article 8, lançait plusieurs initiatives importantes. En revanche, l'Alliance Atlantique n'a pas envisagé dès le début la création d'une structure militaire intégrante. Ainsi, sous l'égide de l'Alliance, jusqu'en 1952 existait la possibilité de créer l'Axe européen de la défense transatlantique avec une structure militaire européenne intégrée. Juste après le traité de Bruxelles, l'UNIFORCE, le commandement international a été mis en place à Fontainebleau avec un comité de défense nationale, planification de défense, avec étroite coopération d'un comité militaire qui rassemblait les chefs d'état-major 19. Après un certain temps de tergiversation, le maréchal Montgomery a proposé une structure de commandement basée sur les expériences de la guerre mondiale. Le 4 octobre 1948, 3 commandements alliés furent créés. Commandement allié des forces terrestres sous la direction du général de Lattre de Tassigny, Fr. Commandement allié des forces aériennes sous la direction du maréchal de l'air James Robb, Br. Commandement allié des forces navales, sous la direction de l'amiral Jaugeard, Fr. Montgomery a également proposé la mise en place d'une ligne défensive tout au long du fleuve Yssel aux Pays-Bas et en bas du Rhin, jusqu'aux Alpes françaises, avec la mobilisation possible de 34 divisions en 3 jours 20. Voilà la nouvelle ligne Maginot. Mais les Français ne voulaient pas être subordonnés aux Britanniques, et la coopération n'était satisfaisante qu'entre les aviateurs. La RAF a apporté un appui considérable à la reconstitution de l'aviation française. Ils préféraient l'intervention des Américains, et un commandant en chef américain plutôt que britannique, ce qui a résulté la fuite vers l'atlantisme. C'était le choix militaire le plus important de la 4e République 21. La France préférait l'intégration de la force aérienne dans le cadre atlantique, et en même temps le ministre de la Défense Ramadier s'inquiétait du cadre des missions de la marine en vertu du traité de Bruxelles. Même Londres préférait des sous-comités, et de déléguer le commandement suprême à Washington qui n'était pas trop enthousiaste. La réalité, sans la participation américaine, au point de vue uniquement militaire, aurait été extrêmement menaçante. Les 5 de Bruxelles cherchaient intensivement à mobiliser 10 divisions, bien sûr sans l'Allemagne, contre 170 divisions soviétiques, surtout qu'après 1949, le monopole nucléaire américain n'existait plus 22. Le 5 septembre 1950, les ministres des Affaires étrangères ont cherché la possibilité du fusionnement des 2 traités. Lorsqu'en décembre 1950 le général Eisenhower fut désigné premier commandant suprême des forces alliées en Europe, SACEUR, les puissances signataires du traité de Bruxelles se sont décidées à intégrer leur structure militaire à l'OTAN 23. C'est en ces conditions que le plan Plévin est né le 24 octobre 1950, mais en maintenant cependant une structure politico-diplomatique, le Conseil consultatif du Pacte de Bruxelles. Le plan Plévin est la Communauté européenne de défense, le pilier européen commun échoué de l'OTAN. Pour reprendre le fil de la double initiative française Schuman-Plévin, en ce qui concerne le plan Plévin, il a été inspiré par les événements à Prague en 1948, par la guerre de Corée, 1950 à 53, et par le traité d'alliance entre la Chine et l'URSS. La victoire en Corée, qui est perçue comme la première grande victoire de l'idée de la sécurité collective, a augmenté la peur de la menace communiste. En ce temps-là, la France a dû réviser son opposition contre la participation allemande dans la défense collective européenne. Au sein de l'Assemblée consultative du Conseil de l'Europe, sans autorisation de traiter des questions militaires, André Philippe, député socialiste, a fait une remarque importante: la défense européenne ne peut pas s'organiser sans l'Amérique. Mais même par cette aide, le risque d'enfermement dans les cadres nationaux avec ces vieilles armées coûteuses et inutiles ne disparaissait pas 24. C'est-à-dire la nouvelle structure de la défense collective, exige une nouvelle conception dans la structure militaire européenne. Perrenot, le délégué français,
a lancé l'idée de l'unification des capacités européennes et il a proposé Churchill comme ministre de la Défense commune 25. Churchill, quant à lui, après avoir tenu compte de la supériorité numérique de l'armée rouge en Europe, avait parlé pour la première fois de la remilitarisation allemande dans un télégramme à Truman du 12 mai 1945. Il a fait approuver le 11 août 1950 par l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe le principe d'une armée européenne, mais à laquelle il n'envisageait pas que la Grande-Bretagne participât 26. Jean Monnet a également favorisé l'idée d'une armée européenne, comme la deuxième phase logique du plan Schuman. Il chercha à persuader Robert Schuman 27, qui a déclaré l'année précédente, 1949 au Palais Bourbon que l'Allemagne n'a pas d'armée et ne peut en avoir. Elle n'a pas d'armement et elle n'en aura pas. Et le maréchal Juin comme le général de Gaulle 28 ont fait connaître aussi leur opposition 29. L'idée de la mise en place d'une troisième force d'interposition entre les superpuissances a été rapidement abandonnée à cause de la guerre de Corée. Mais le plan Plevin 30 reprend ses initiatives et remarque que l'Allemagne, côté de la RFA, jouit les avantages de la sécurité collective sans participer dans la défense commune 31. Le réarmement allemand, motivé par le renforcement de la sécurité collective en Europe, a été assez tôt proposé par les Américains. Les Français eux aussi étaient parfois des partisans de cette idée, et malgré leurs craintes ils ont soutenu le projet de défense en Europe occidentale, le plus à l'est possible. Le général Elie, futur chef d'état-major des armées, a réfléchi à cette solution dès 1947. Les chefs militaires étaient favorables au réarmement de l'Allemagne, et les chefs politiques, Schuman, en avaient leurs doutes. Toutefois Robert Schuman a changé son avis, ayant peur que les États-Unis risquent d'aller de l'avant sans l'accord de Paris et d'intégrer des forces allemandes dans leurs unités stationnées en Allemagne, 32. Et Schuman est devenu prophète. Le plan Plevin cite les premières actions de la réconciliation allemande, qui sont déjà émergées autour de l'idée de la CK. Pour une sécurité collective, le gouvernement français propose de régler cette question par les mêmes méthodes et dans le même esprit. Pour éviter un simple accolement d'unités militaires nationales, une fusion complète des éléments humains et matériels doit être perçue, dans une structure supranationale. L'idée de la mise en place d'une armée allemande, avec un ministre de la Défense, a été considérée comme prématurée. La sortie de cette impasse, et de la fausse querelle de la politique française à l'époque, selon la proposition de l'Assemblée du Conseil de l'Europe, faite le 11 août 1950, devrait être la mise en demeure d'une armée européenne commune, en étroite coopération avec les forces américaines et canadiennes pour la paix. Bien qu'après la proposition de Churchill à Strasbourg, dans laquelle il proposait un ministre européen de la Défense, les Français aient préféré un commissaire pour ce poste 33. Selon la déclaration française, la naissance des institutions militaires communes aurait dû succéder à cette démarche, où un ministre commun de la Défense, nommé par les gouvernements européens est responsable devant une Assemblée européenne. Il aurait eu le représentant entre la communauté européenne et les États tiers, et l'exécuteur des directives d'un Conseil dont les membres auraient eu des ministres des États. Les divisions des États auraient fait partie de l'armée européenne, au niveau de l'unité la plus petite possible. Un contingent allemand au niveau de la brigade est 5000 hommes. Le gouvernement français lui aurait délégué également les négociations concernant les devoirs sur la scène internationale, le ressort d'un ministre des Affaires étrangères, mais aussi la mise en place du programme de l'armement européen. Nous posons la question, s'il n'y a pas de ministre européen des Affaires étrangères, comment envisager un ministre européen de la Défense ? La question peut être posée d'une façon différente. Comment peut-on envisager de constituer une armée européenne sans poser le problème du pouvoir civil, commun, au niveau européen, nous y ajoutons, qui lui commanderait ? 34. La Belgique a apporté sa critique concernant l'Assemblée qui n'était pas élue directement, et l'Italie a persuadé Schuman que dans la phase initiale, l'Assemblée devrait être remplacée par l'Assemblée de la CK avec 3 membres additionnels des 3+ pour chacun des 3 grands pays. George Marshall, secrétaire d'État américain, a favorisé des troupes allemandes et était contre le ministre européen de la Défense.
Eisenhower a soutenu l'intégration maximale des troupes allemandes dans une armée européenne 35. C'est Jules Mock, un opposant du plan, qui a présenté le plan Plévin devant l'OTAN à Washington, mais dans cette version, l'Allemagne ne possédait que des unités auprès de l'armée commune 36. Tandis que le plan dispose de plusieurs éléments intéressants, il a été condamné à l'oubli. La création d'une OTAN européenne particulière, et les duplicités, armée nationale, armées européennes, armées à la disposition de l'OTAN, et une série de traités sur la sécurité, traité de Bruxelles, de Washington et celui sur l'armée européenne, auraient dû s'avérer inefficaces, bien que le principe de l'initiative déclare que la création projetée de l'armée européenne doit faciliter la mise en œuvre des programmes atlantiques. Les Anglais ont déclaré leur abstention d'une armée européenne, quoique l'OTAN et les États-Unis aient soutenu les négociations sur la réalisation de projets qui a commencé à Paris, le 15 février 1951. Plévin a proposé une phase transitoire, au cours de laquelle les armées nationales, placées sous le commandement atlantique unifié, n'auraient pas été incorporées dans l'armée européenne. De plus, les États signataires de la CED ont déclaré leur intention de garantir même la défense de la Grande-Bretagne par l'armée commune, en vertu de la défense collective 37. Les intentions réciproques de la Grande-Bretagne et les USA sont aussi déclarées 38. Malgré les objectifs déclarés, nous doutons du caractère purement supranational, surtout que l'organe décisif le plus important, le Conseil, se basait sur l'esprit d'intergouvernementalisme. Pour plus de détails, il faut plonger dans le traité de la CED qui est la focalisation des idées françaises. Le traité de la Communauté européenne de défense, CED 39, a été signé à Paris, le 27 mai 1952, par les 6 pays de la CECA. Ils ont décidé le rassemblement de leurs forces de défense au sein d'une organisation européenne supranationale, qui a la personnalité juridique, l'article 7, exige un budget commun et des institutions, des forces armées et des programmes d'armement communs. Le plan Plévin n'était pas purement supranational et le traité de la CECA évite lui-même aussi d'évoquer le supranationalisme, le traité de la CED n'y laisse aucun doute. Pourquoi ? En réaffirmant la primauté et l'étroite coopération avec l'OTAN, article 5, il cherche à établir une structure mieux organisée et plus approfondie. La 3 de l'article 2 réaffirme l'objectif de l'article 5 de l'OTAN sur la défense collective. Les institutions de la communauté sont le Conseil des ministres, qui harmonise l'action du commissariat et la politique des gouvernements des États membres et formule des directives pour l'action du commissariat à l'unanimité 40. L'Assemblée commune 41, l'Assemblée de la CECA complétée par 3 à 3 membres par État. Le commissariat de la communauté 42. Et la Cour de justice de la CECA, article 55. La fonction d'un ministre de la Défense commune a disparu, c'est le commandant suprême qui est compétent relevant de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. Par rapport au plan Plévin, cet accord propose d'une manière plus évidente la fusion désirée des contingents mis à la disposition des forces européennes de défense, 43. Les forces en dehors de l'armée commune et les forces navales nationales sont destinées aux territoires non européens et aux missions internationales, et à l'issue de ces missions, ces troupes seront soit dissoutes, soit mises à la disposition de la communauté. Les forces de police et de gendarmerie restaient au sein des États membres. Le titre 3 contient des dispositions militaires. Le principe est que les unités de base où devra se combiner l'action des différentes armes constituant l'armée de terre et de l'armée de l'air sont formées d'éléments de la même nationalité d'origine, et les corps d'armée sont formés, sauf les cas exceptionnels, d'unités de base de différentes nationalités d'origine. Les contingents des forces navales européennes constituent des groupements de nationalités homogènes et de statut européen, répondant à une même mission tactique. Par 70-demi, une double casquette mutuelle serait possible. Les unités de base peuvent occasionnellement être introduites dans les corps d'armée relevant de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord et réciproquement, des divisions relevant de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord peuvent l'être dans des corps d'armée européens. Les plans de mobilisation des forces européennes de défense sont préparés par le commissariat,
en consultation avec les gouvernements des États membres, art. 75. Le commissariat détermine l'implantation territoriale des forces européennes de défense dans le cadre des recommandations du commandant suprême compétent, relevant de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. Le commandement et l'émat des corps d'armée sont intégrés. Comment ? En ce qui concerne l'interopérabilité, c'est l'article 102 qui déclare l'importance de la simplification et de la standardisation des armements, des équipements, des approvisionnements et de l'infrastructure, autant et aussi rapidement que possible. La communication, seulement le régime linguistique au sein des institutions, est fixé dans le titre V du protocole militaire par décision du Conseil statuant à l'unanimité, et le siège des institutions reste aussi imprécis. Le traité a été conclu pour une durée relativement longue de 50 ans 44. Celui de l'Alliance Atlantique permet la révision après 10 ans et la démission après 20 ans. L'échec de la CED, le 30 août 1954-45, a rendu impossible, pour une longue période, le développement parallèle d'une économie européenne commune et d'une défense européenne. De plus, l'implémentation des conventions de Bonn et ainsi le statut international de la RFA sont devenus incertains. La France a commis 4 grandes erreurs. Le Premier ministre français, Pierre Mendès France, lors d'un débat à Bruxelles le 20 août, a déjà précédemment argumenté contre la CED en suggérant l'abolition de l'article 38 sur la communauté politique. De surcroît, la politique française officielle à l'époque était contre l'adhésion allemande à l'OTAN 46. Puis, ils ont perdu le contrôle du réarmement allemand au sein de la CED à côté du contrôle par la CK de l'industrie militaire allemande 47. Et finalement 48, les Français ont perdu la confiance des États-Unis en laissant renforcer les positions britanniques. Par la création de la CK, les États-Unis ont trouvé un appui sur la France vis-à-vis du Royaume-Uni qui a suivi la politique des chaises vides par rapport au potentiel supranational de l'OEEC et du Conseil de l'Europe. Mais après l'échec de la CED, même la CK semblait une impasse aux yeux des Américains 49. La face cachée du débat s'est focalisée autour des points suivants. La future CED ne serait pas responsable au tome. Selon le général Juin, chef d'état-major, tout cela mettrait en danger la défense française et malgré sa quantité réduite, la CED contient la faisabilité des armes nucléaires, dans laquelle l'Allemagne ne resterait plus empêchée 50. D'un autre point de vue, grâce entre autres facteurs aux non-britanniques à la communauté de défense européenne dont la propre supranationalité est fortement en question 51, la possibilité d'une intégration de l'armée allemande au niveau européen, qui est devenue rapidement l'armée la plus forte de l'Europe, a disparu pour longtemps. Ainsi la possibilité de la création d'un troisième pôle de défense, en étroite coopération avec les États-Unis, a été ratée 52. Ce sont les États-Unis qui, après un prologue de l'UOUEO, ont pris l'initiative sur ce domaine qui pourrait être devenu européen dans une structure transatlantique. D'abord la possibilité d'un accord mutuel entre les États-Unis et l'Allemagne, suivant le modèle de l'accord militaire entre les États-Unis et l'Espagne 53, restait encore ouverte. La réunification allemande, par un accord entre l'Est et l'Ouest, avec la garantie de la neutralité de l'Allemagne, semblait encore possible 54. Finalement, la troisième résolution a été choisie. L'armée allemande a été intégrée immédiatement dans la structure de l'OTAN. Après la mise en place définitive des organes de l'Alliance Atlantique, OTAN, en 1952 et l'échec de la CED, soutenue par les Américains, les États-Unis ont quasiment déduit les initiatives européennes dans ce domaine. Alea iacta est. À notre avis, c'est la raison pour laquelle les États-Unis se sont opposés à la modification du traité de Bruxelles en 1954. Quant à la Grande-Bretagne, elle préférait un système plus lâche, garanti par les États-Unis qu'un autre avec des engagements sur le continent. En concluant, bien que l'UEOWEU soit née en 1954, par le traité de Bruxelles 55, modifié à Paris, et l'adhésion de la RFA et l'Italie au traité et à l'OTAN ait renforcé la sécurité de l'Europe occidentale, tout cela en même temps a dévalorisé l'initiative proprement européenne dans le domaine de la défense. Il s'agit d'un vrai succès de la politique étrangère britannique qui a piloté la transformation du traité,
et a proposé d'une fuite en avant de la politique française. L'objectif était le bon vieux balance of power. Pour équilibrer la supériorité de l'Union soviétique, l'Allemagne devrait faire partie de la défense du continent. Le Labour et même Eden le conservateur ont favorisé la CED pour adhérer l'Allemagne. Ce qui en même temps aurait dû empêcher l'adhésion allemande en tant que membre à part entière au sein de l'OTAN. Mais ils ont joué un double jeu. La CED avec l'Allemagne oui, mais sans la participation anglaise dans la structure supranationale de la CED et avec la primatie anglaise dans le Conseil de l'Europe. À l'époque, les Anglais surestimaient le rôle des armes nucléaires dans la défense du continent. Nota bene, la doctrine de représailles massives, la doctrine officielle de l'OTAN jusqu'à 1966, a presque ignoré les forces conventionnelles à cause de leurs grandes lacunes et proposait une réponse nucléaire immédiate. Ainsi le débat sur la CED leur paraît non pertinent, et ils s'inquiétaient à cause de la répartition des dépenses communes puisqu'à l'époque le taux des dépenses militaires dans le budget anglais était de 12%, en France de 10% et en RFA de 7,56%. Le problème du réarmement allemand a été finalement résolu par l'accord de Paris modifiant le traité de Bruxelles, le 23 octobre 1954-57, dans lequel on a achevé plusieurs modifications importantes. À l'exécution du traité, la coopération avec l'organisation de l'Alliance du traité de l'Atlantique Nord est devenue primordiale. Ce nouvel article 4 a pratiquement vidé le contenu et l'autonomie du traité européen. Le Conseil consultatif de l'Union occidentale est devenu Conseil de l'Union de l'Europe occidentale, qui vote désormais unanimement sur les forces attribuées à l'OTAN et sur l'armement continental par la majorité. Le Conseil possède désormais une agence pour le contrôle des armements 58, ACA, nouvel article 8 paragraphe 2, ex-article 7, et présentera à une assemblée composée des représentants des puissances du traité de Bruxelles à l'Assemblée consultative du Conseil de l'Europe 59 un rapport annuel sur ses activités. Le contrôle des armements sera l'activité la plus importante de cette institution. Quant aux règles de vote au Conseil, l'unanimité, la majorité des 2/3 ou la majorité simple sont spécifiées. Il statuera à la majorité simple sur les questions que lui soumettra l'Agence pour le contrôle des armements, nouvel article 8, paragraphe 4. L'Allemagne faisant partie du traité, la phrase suivante dans l'ex-article 7 a été supprimée. Sur l'attitude et les mesures à adopter en cas de reprise d'une politique d'agression de la part de l'Allemagne, ou sur toute situation mettant en danger la stabilité économique. Adenauer a exprimé que les forces allemandes ne dépasseraient pas la limite proposée pour la CED 60, et le protocole numéro 2 a assuré la présence militaire britannique sur le continent, au moins 4 divisions et une force aérienne tactique. Ce protocole oblige les pays à ne pas dépasser un certain niveau de force en Europe, sans l'accord unanime 61. La mise en œuvre d'une politique de contrôle des armements a été prévue par les protocoles 3 et 4 62. L'activité de l'UEO, à côté de l'objectif principal, le rétablissement de la confiance entre les États, était la mise en œuvre des protocoles. Eden a résisté aux propositions de Dulles à élargir le vote à la majorité. L'ACA, Agence pour le contrôle des armements dont la mise en place était forcée par Mendes France contre les armes ABC allemandes 63, avait reçu une double mission par le protocole numéro 4. Veiller au respect des engagements de la RFA, ne pas fabriquer certaines catégories d'armements et assurer un contrôle général quantitatif des stocks d'armement 64. L'importance de l'UEO est caractérisée à l'époque par un exemple typique. Avant l'opération Assué, en 1956, la France et la Grande-Bretagne ont oublié de fournir des informations préalables pour leurs partenaires de l'UEO. La structure et les projets de la défense européenne à l'époque. En 1950, le ministre français de la Défense nationale a estimé 32 divisions, chacune 23 000 hommes environ, suffisantes pour la défense européenne dont la participation allemande ne doit pas excéder le 1/5, soit 170 000 soldats allemands pour 850 000 soldats alliés pour l'armée de terre. Et comme la division classique alliée comprenait 3 brigades ou équipes de combat, combat team, parmi lesquelles une Sewell serait allemande, 10 combat teams allemands étaient prévus, soit un effectif de 40 000 hommes.
Les défis les plus importants ont été discutés pendant la conférence de Petersberg, le 21 décembre 1950 au 4 juin 1951. La TAF, Tactical Air Force, Force aérienne tactique, aurait représenté 980 avions français en ligne et 900 avions allemands en ligne. La défense aérienne Centre-Europe aurait disposé de 600 avions français et 300 avions allemands, soit une contribution totale allemande de 1200 avions face à celle de la France au moins 2000. L'unité de base nationale et l'escadre, unilingue, est placée sous l'autorité d'un seul chef, de 75 avions. Les escadres allemandes sont sous le commandement opérationnel des commandants aériens tactiques ou des commandants de secteur. Le matériel d'infrastructure avait 15 bases en 1954-65. À Petersberg, l'Allemagne a demandé des unités au niveau des divisions, en particulier des divisions blindées. La création d'un général commando intermédiaire entre le commandement suprême allié et les états-majors de division et des Wehrkreis, circonscriptions militaires, ont été aussi demandées à leur part. Par rapport à cette idée française en 1950, l'effectif total de l'armée européenne de la CED aurait été 1,250 millions, 43 divisions, 30 000 hommes environ, dont la France disposait de 14, la RDA et l'Italie 12 à 12 et les pays Benelux 5 divisions 66. Dans le débat de la conférence à Paris, la France a lancé l'idée des divisions européennes composées de 3 groupements de combat, 3 par 5 000, de nationalités homogènes, et l'Allemagne demandait des unités opératives de 10 à 13 000 hommes. L'un des plus grands problèmes de la France à l'époque est soulevé par ces questions. Quel serait le statut français des soldats français partagés entre l'Europe et les colonies? Fallait-il une unité du statut des militaires français et européens? Ou 2 cadres distincts, l'un pour les forces nationales, l'autre pour les forces européennes? Le comité des chefs d'état-major était contre la coupure en 2 de l'armée française. Il force lui-même aussi la mise en place d'une structure militaire européenne commune, et vis-à-vis de la guerre en Indochine qui coûtait 2 fois plus que l'aide du plan Marshall, pour que les charges extérieures de défense de la France puissent être transférées à la communauté européenne. Et voilà la face cachée de la CED. Il reste en question si elle était connue ou allusive devant les Anglais. Nous ne sommes pas loin de l'affaire de Suez en 1956. Le comité a ainsi prévu la séparation de l'armée européenne en 2 phases. D'abord la phase préfédérale, confédérale, après la fédérale, conformément aux objectifs fixés dans l'article 38 du traité de la CED qui évoque une structure fédérale ou confédérale ultérieure. Il est aussi bien à savoir que la crainte majeure des militaires français n'était pas le réarmement allemand. Au contraire, ils avaient peur que la mise en place de la 2e phase soit arrêtée par un changement au niveau politique, ainsi encourageant une Wehrmacht indépendante. La France n'avait pas les moyens financiers de combattre en Indochine, et de suffisamment réarmer pour conserver la prééminence au sein de la CED. En 1952, les États-Unis ont supporté la moitié des dépenses de la France en Indochine. 285 milliards de francs pour la France, 269 milliards de francs pour les États-Unis dont 119 à titre militaire et 150 comme aide financière. Considérée par les Américains comme lutte contre le communisme, donc pas une lutte coloniale. C'est-à-dire qu'il paraît que les États-Unis étaient prêts à financer la CED en Europe, et l'intervention en Indochine en contrepartie pour le réarmement allemand 67. À partir de mars 1952, à cause de sérieuses raisons, la GB a perçu la crise comme un conflit classique à éviter. Le Premier ministre britannique a proposé le retrait des troupes françaises en Indochine qui augmenterait substantiellement les capacités d'autodéfense de l'Europe de l'Ouest. De plus, le réarmement allemand est difficilement envisagé par les Français engagés dans les opérations extérieures. Les Britanniques étaient donc persuadés que la vraie menace se trouve en Europe et pas en Corée ou en Indochine. Aux yeux de Churchill, la partition en Indochine serait un moindre mal, préférable à une victoire communiste totale, 68. En ce qui concerne l'OTAN, la situation géopolitique, la force de dissuasion nucléaire relevant uniquement des États-Unis, a été changée par l'explosion de la première bombe nucléaire de l'Union soviétique en 1949. Même l'Alliance Atlantique a rédigé des projets sur une armée de terre permanente pour la défense de l'Europe occidentale, dans le cas d'une agression éventuelle.
C'est la raison pour laquelle l'initiative française de la CED était fortement bienvenue, et en 1950, le comité des trois Harriman, Monnet et Plodden a recommandé 100 divisions 69. Mais en 1951, il n'y en avait que 15. À Lisboa, en 1952, une conférence du Conseil de l'Atlantique Nord a décidé la mise en place de 50 divisions, 25 prêtes à une réaction rapide et 25 en réserve, et 4000 avions jusqu'à la fin de l'année. De ce point de vue, la contribution de la CED avec les divisions allemandes mais sans les divisions anglaises et américaines aurait été très importante. En 1953, le développement de la flotte aérienne était prévu à 6500 unités. En 1954, le plan initial a proposé la duplication des divisions, 100, mais après la mort de Staline et la fin de la guerre de Corée, la vague pacifiste l'a réduite à 60. En 1955, la RFA a accompli son devoir par l'établissement de 12 divisions pour l'OTAN. Les États-Unis en possédaient 5, 225 000 hommes, la Grande-Bretagne 3, les Pays-Bas et la Belgique 2 à 2 divisions, et le Canada une brigade en Allemagne occidentale. La France n'a envoyé que 2 divisions à cause de la guerre en Indochine et en Algérie 70. Dans les années 1960, le but jamais réalisé était la mise en place de 30 divisions en première ligne. En réalité, les forces traditionnelles pour la défense de l'Europe n'ont jamais dépassé 24 divisions 71. En bref, la conclusion c'est que l'armée traditionnelle de l'OTAN n'était jamais sur le point de la dissuasion d'une attaque russe 72. L'adhésion rapide de la Turquie et de la Grèce s'explique surtout par cet argument vis-à-vis de la raison, susceptible de favoriser le développement des principes du traité 73. Quant à la dissuasion, en 1955, 2 ans après que l'URSS disposait de la bombe H, les États-Unis disposaient de 1300 bombardiers, capables de raids aériens contre l'Union soviétique n'étant pas capable d'atteindre le territoire des USA. En revanche, le Kremlin a renforcé ses appareils contre l'Europe. 1300 bombardiers dont 300 Tupolev 16 à capacité nucléaire. Il faut y ajouter 24 missiles balistiques SS-3 avec 800 km de portée. Face à cette menace, les Américains ont mis à disposition 135 bombardiers B-47 basés en Grande-Bretagne, en Espagne et au Maroc 74. Dans les années 1960, les premiers 105 Euromissiles Thor et Jupiter ont été introduits en Grande-Bretagne, en Italie et en Turquie 75, et une centaine de missiles de croisière Mace en Allemagne fédérale depuis 1963, face à 1000 bombardiers nucléaires à moyenne portée et des missiles SS-4 portés 2500 mètres depuis 1958 du côté soviétique. Issus plutôt de la nouvelle technologie, Polaris, engins sous-marins, et des négociations entre Kennedy et Khrouchtchev après la crise de Cuba, tous les 105 missiles Thor et Jupiter ont été démantelés entre 1961 et 1963. Il ne restait que les 18 missiles français sur le plateau d'Albion susceptibles de frapper l'URSS 76. Cependant, la France comme la Chine a refusé la signature du traité de Moscou sur l'interdiction partielle des essais nucléaires 77, interdisant les essais d'armes nucléaires dans l'atmosphère, dans l'espace extra-atmosphérique et sous l'eau, en juillet 1963-78. Le processus de négociation sur la non-prolifération, sur le démantèlement a commencé qui était toujours en retard avec quelques phases, vis-à-vis du développement technologique. Les États-Unis ont fait déjà exploser leur première bombe H en 1951, l'URSS en 1953 et le Royaume-Uni en 1957. Structure civile et militaire de l'OTAN après le retrait français. Source: Bozo-Frédéric, Deux stratégies pour l'Europe. De Gaulle, les États-Unis et l'Alliance Atlantique, Pion, Fondation Charles de Gaulle, page 169. Participation française aux structures de l'OTAN. Source: http://www.rp-france-autan.org/article.php3 article égale 304. Chapitre 2. La défense européenne entre l'architecture européenne de sécurité et le développement de l'idée d'une défense commune, du traité de Rome en 1957 jusqu'à l'acte final d'Helsinki en 1975. Divisibilité assez séparabilité 79. La politique européenne de défense,
l'Union de l'Europe occidentale pendant la période 1954 à 80. Après la signature du traité de Paris et l'adhésion allemande à l'OTAN, le 7 mai 1955, l'Union soviétique a été particulièrement choquée par la suite des événements et s'inquiétait de la possibilité de l'existence des dispositifs cachés concernant le réarmement allemand par des armes de destruction massive 80. Après avoir amendé les accords bilatéraux avec la France et la Grande-Bretagne, elle a créé avec ses pays satellitaires le pacte de Varsovie, le 14 mai 1955. Les deux structures de défense sont consolidées, les États membres de l'ancien ennemi de guerre ont été plus ou moins égalisés au sein des alliances. La perte d'influence de l'Europe occidentale au niveau de la politique mondiale est devenue complète 81. Quant à l'Union de l'Europe occidentale, son développement est devenu de plus en plus solide jusqu'en 1984. Une série d'organisations proliférait avec un objectif commun: la recherche du développement de la standardisation et de la coproduction 82. Le comité FINABEL, l'Agence pour le contrôle des armements et la Commission des questions spatiales. En 1953, le comité FINABEL de coordination en matière d'armement a été créé avec l'autorisation des ministres de la Défense de la France, de l'Italie, des Pays-Bas, de la Belgique et du Luxembourg par les chefs d'état-major des armées de terre. Son existence a été déclarée à l'OTAN, Bureau militaire de standardisation BMS, en 1954. Seule organisation régionale interalliée de ce niveau. FINABEL a été conçue comme une enceinte de réflexion, d'échange, d'études et de propositions sur des sujets d'intérêt commun concernant l'avenir de ces armées de terre 83. Se méfiant du désarmement partiel, le 7 mai 1955, le Conseil de l'UEO a décidé de créer un comité permanent des armements CPA 84, à Paris, le précurseur de l'actuelle Agence européenne de défense qui a mis un terme à ses fonctions en 1989-85. Malheureusement, ce comité n'est jamais devenu institution efficace de la coopération européenne dans le domaine des armements, parce qu'il a subi la concurrence des organes similaires de l'OTAN qui ont bénéficié de ses résultats 86. Au sein de l'OTAN, aucun membre n'a soumis au contrôle 87. L'Agence pour le contrôle des armements, ACA, 1956, au sein de l'UEO a accompli ce rôle 88. En revanche, la supervision n'était pas trop sévère. L'agence sollicitait directement les usines pour demander la documentation de la production. Des statistiques officielles des gouvernements étaient mises en parallèle après les informations envoyées. Cependant, l'UEO ne restait pas inactive dans la gestion des questions intra-européennes. Les accords de Paris prévoyaient également un statut européen pour la SAR, sous l'autorité de l'UEO. Celle-ci a surveillé sa commission spéciale déléguée pour organiser le référendum auprès des Sarois sur le statut européen de la SAR, le 23 octobre 1957. En 1965, l'UEO a mis en place une commission des questions spatiales, précurseur de la commission scientifique, technique et aérospatiale, la commission technique et aérospatiale actuelle. Cette commission cherchait à trouver une approche globale par la coopération avec les États-Unis, le Japon, le Canada, le Brésil, etc. 89. La doctrine de la riposte graduée et l'Eurogroupe. En 1966, l'Assemblée de l'UEO a apporté une contribution notable au débat sur la nouvelle doctrine de l'OTAN. S'opposant au concept de représailles massives, elle a soutenu l'idée d'une riposte graduée, avec la mise en place d'une force européenne de dissuasion, et a recommandé l'égalité d'équipement en armes nucléaires tactiques de toutes les forces occidentales. Il s'agissait de pouvoir repousser aussi bien une agression généralisée qu'une agression limitée, de maintenir sur le front Centre-Europe au minimum 30 divisions équipées d'armes nucléaires tactiques, de disposer de forces de défense conventionnelles, terrestres, navales, aériennes capables de décourager une action limitée. Ce point de vue nous semble être encore plus curieux, car les visites d'inspection régulières dénoncent régulièrement la faiblesse des effectifs et de l'équipement des forces du Centre-Europe. Mais le contrôle commun des forces dissuasives européennes était plus compliqué qu'une simple création d'un EUROATOM militaire. Le contrôle de l'usage civil restait quand même plus efficace.
Dès 1977, l'Assemblée de l'UEO examinait la problématique de la diffusion du nucléaire à des fins pacifiques 90. En 1968, l'Eurogroupe, groupe européen, une institution hors du cadre de l'UEO est née. C'est un groupement informel de membres de l'OTAN de l'Europe occidentale. Il n'est pas prévu dans les statuts de l'OTAN ou dans les accords, c'est la raison pour laquelle la France n'en fait pas partie. Il est achevé pour garantir la contribution européenne à la défense commune et une coopération efficace. Pour atteindre ces objectifs, des réunions parallèles de celles de l'OTAN ont été organisées comme le Conseil des ministres, des réunions sans les représentants des États-Unis d'Amérique, islandais et canadiens. Les objectifs traités de nombreux groupes de travail de l'Eurogroupe sont la coordination des planifications de besoins, de l'interopérabilité des forces armées et des équipements, mais également de la coordination des planifications tactiques et des doctrines militaires 91. L'adhésion britannique à la CE et le GEIPIEPG. À la suite d'une décision du Conseil de l'UEO du 24 mai 1972, les représentants des pays membres ont cessé de se réunir 92. Le bilan politique de 30 années est positif avec l'intégration de la RFA, le rapprochement de la Grande-Bretagne à la CEE et la régularisation pacifique de la question de la SAR. Le président de l'Assemblée de l'UEO, Badini Confalonieri, a proposé à l'UEO de prendre le rôle intermédiaire entre les 6 et la Grande-Bretagne 93. Nous allons aborder les détails de ce sujet, à propos du veto du général Charles de Gaulle. Par l'adhésion britannique à la CEE, l'UEO a perdu un vaste territoire de son activité. De surcroît, les pays membres se sont décidés à limiter des larges pouvoirs décisionnels du Conseil, pour éviter le double emploi avec d'autres organisations internationales. En 1960, l'exercice des compétences d'ordre social et culturel, donné à l'UEO par les articles 2 et 3 du traité de Bruxelles modifié, a été transféré au Conseil de l'Europe. L'UEO devenait progressivement vide, et l'Assemblée a maintes fois exprimé sa critique devant les procédures du Conseil réduisant ses travaux au profit de l'OTAN, article 4, questions militaires, du Conseil de l'Europe, de la CEE, article I, domaine économique, etc. 94. En 1976, pour répondre aux défis américains dans le secteur de l'armement, les ministres de la Défense des nations européennes de l'OTAN, excepté l'Islande qui n'a pas d'industrie d'armement, ont établi à Rome un forum pour la coopération d'armement, le groupe européen indépendant de programme, GEIPIEPG. La grande différence par rapport à l'Eurogroupe, c'est que la France y est un membre actif 95. Les objectifs du groupe étaient 1. L'utilisation plus efficace des moyens disponibles pour la recherche, le développement et l'obtention. 2. La standardisation et l'interopérabilité. 3. Le maintien d'une base industrielle et technologique efficace pour garantir la défense de l'Europe et de l'Alliance. 4. Au bien-être des deux côtés de l'Atlantique, renforcer l'identité européenne par rapport aux États-Unis et au Canada. Le travail réel est effectué dans une série de comités et sous-comités qui ont été chargés de la coopération et de la coordination des besoins des différentes forces armées. Des représentants des États associés sont des fonctionnaires des ministères de défense et des autorités d'obtention. À l'époque, l'instrument de la coordination était la négociation des directeurs de l'armement nationaux environ 8 fois par an. Des décisions fondamentales sont prises par les négociations des secrétaires d'État compétents ou des négociations des ministres de la Défense. De telles réunions ont lieu, selon le besoin, peu de fois par année 96. Les relations extérieures de la Communauté économique européenne, les possibilités d'une entité économique. La Communauté économique européenne, CEE, seule entité européenne commune qui dispose des institutions supranationales communes, cherchait à établir un réseau européen commun des relations, surtout économiques, extérieures. Les articles 223 à 225 du traité de Rome ont renforcé la souveraineté des pays membres. Un État membre ne peut pas être obligé de fournir des renseignements dans le cas où ça touche ses intérêts de sécurité. C'est la raison pour laquelle la production et le commerce d'armes, de munitions et de matériel de guerre sont hors du marché commun.
Ainsi, la réglementation individuelle n'est pas interdite dans le domaine de la production et des marchands des armes, à l'exception d'une entorse aux conditions de la concurrence dans le marché commun 97. Les États membres doivent agir si le marché commun est empêché par des dispositions d'un pays de la CEE sous l'obligation d'une crise ou d'une guerre interne. Ou dans le cas où il se serait chargé des obligations pour le maintien de la sécurité internationale, notamment les sanctions contre la Libye, la Serbie et le Monténégro ou des règles de COCOM. C'est évident que ces articles présentent une politique étrangère, plutôt des relations extérieures, plus proche d'un modèle confédératif qui s'attache à la notion de souveraineté venant du droit international classique 98. Ces articles et les articles 113-99, 235, 237, abrogés à Amsterdam et 238-100 représentent bien des possibilités d'une puissance économique qui possède des moyens politiques très sincères, notamment des sanctions ou le contrôle du commerce d'armes, pour influer sur la dimension politique des relations internationales. L'article 113 déclare que la politique commerciale commune est fondée, entre autres, sur les mesures de défense commerciale, dont celle à prendre en cas de dumping et de subvention. Le Conseil autorise la Commission, selon les recommandations du Conseil, en consultation avec un comité spécial désigné par le Conseil, à négocier avec les pays tiers. Dans l'exercice des compétences, le Conseil statue à la majorité qualifiée. Il y avait plusieurs incertitudes dans l'application, notamment les sanctions incluses ou non incluses dans l'article 113-101. C'est aussi la Commission qui négocie les accords entre la communauté et un ou plusieurs États ou une organisation internationale, avec les mêmes restrictions et après la consultation de l'Assemblée, art. 228. Si une action de la communauté apparaît nécessaire pour réaliser, le Conseil statuant à l'unanimité sur la proposition de la Commission, prend les dispositions nécessaires. L'élargissement de la communauté est soumis à une demande adressée au Conseil, qui décide à l'unanimité, après consultation avec la Commission et finalement les États membres ratifient l'accord 102. Dans les années 1980, la crise des Malouines a obligé des Européens à agir ensemble. Dans un tel cas, la position commune a directement et fondamentalement touché des intérêts d'un État membre, notamment la Grande-Bretagne. Le choix s'est porté sur l'abus ou le non-abus de l'article 225 des sanctions contre le marché commun et la réalisation de l'article 228A 103. Premier pas vers la politique étrangère européenne commune, le plan Fouchet, 1961-1963. Entre juillet et août 1961, le président français et ses partenaires européens ont négocié le nouvel ordre politique européen. La déclaration de Bonn et la mise en place du comité Fouchet sous la direction de Christian Fouchet sont issues de cette initiative 104. Le premier résultat était la déclaration de Bonn le 18 juillet 1961-105, le seul document commun de la coopération dans le domaine de la politique étrangère jusqu'à la publication du rapport d'Avignon, 1970, qui a été ratifié par le gouvernement de tous les 6 États de la CECA. L'article 1 souligne que les parties se sont engagées à donner forme à la volonté d'union politique déjà implicite dans les traités qui ont institué les communautés européennes, et ils garantissent l'importance de cette coopération. L'importance des positions communes, première apparition de cette notion, a été acceptée afin de favoriser l'union politique de l'Europe, renforçant ainsi l'Alliance atlantique. La consultation doit être régulière au niveau des chefs d'État et des premiers ministres, et même au niveau des ministres des Affaires étrangères. Mais la coopération des 6 doit dépasser le cadre politique proprement dit, et doit être concentrée dans le domaine de l'enseignement, de la culture et de la recherche, voire le traité de l'Élysée. Les États membres ont manifesté leur souhait que la coopération établie promeuve l'exécution du traité de Paris 1947 et celui de Rome 1951, et facilite des réformes importantes pour la communauté 106. En ce qui concerne la réalisation de tout cela, les parties ont décidé d'étudier les dispositifs de la résolution de l'Assemblée parlementaire européenne du 28 juin 1961, relatif à la coopération politique entre les États membres des communautés européennes, et de l'élargissement du champ d'action de l'Assemblée parlementaire.
À cause des scrupules allemands par rapport aux propositions initiales françaises, ils ont ignoré le référendum et même l'aménagement des communautés. L'accent a été mis sur l'efficacité des institutions existantes. Et enfin, les problèmes non résolus par la conférence sont galamment transmis devant l'Assemblée parlementaire européenne à discuter. La délégation hollandaise a été aussi calmée, et ils ont partagé l'avis, en faisant ressortir que la coopération devait strictement éviter le domaine de la défense sauf sous l'égide de l'OTAN. Les fautes de la déclaration de Bonn se sont rapidement éclaircies, parce qu'elle ne contient que des intentions. Sans engagement juridique, rien ne forçait les gouvernements à l'exécution. Les débats sur une coopération politique concrète ont commencé par cette déclaration, du 18 juillet 1961, jusqu'au 17 avril 1962, le dernier débat des ministres des Affaires étrangères concernant ce sujet est l'échec du plan Fouché 107. La première phase des négociations du plan Fouché 108. À la suite des négociations, c'est finalement la France qui a mis un plan concret sur la table. Ce plan était le traité sur l'Union des États, le plan Fouché, créé par la commission Fouché le 19 octobre 1961-109. La commission Fouché a pris son nom de l'ambassadeur Christian Fouché et a été établie à Paris le 7 septembre 1961-110. Son objectif était la mise en place d'un traité international irrévocable qui doit être ratifié par les assemblées nationales. La première version du traité a été débattue le 3 novembre 1961-111. À la suite des négociations, 3 opinions marquantes ont été formées, 112. 1. Les Européens étaient pour le renforcement des communautés. 3 propositions ont été formulées. La mise en place d'un organe européen d'exécution unique, l'idée du Comité d'action pour les États-Unis d'Europe, l'élection directe du Parlement européen, conformément à la recommandation de l'Assemblée des communautés mai 1960, et la fondation d'une université européenne à Florence. Selon leur avis, les rencontres temporelles des ministres des Affaires étrangères doivent servir au renforcement de la coopération entre les 6. 2. La deuxième opinion a été représentée par les Pays-Bas. Elle se basait sur le principe que les 6 ne sont pas l'Europe. Le gouvernement hollandais a refusé toute l'initiative, tant que la Grande-Bretagne n'en fait pas partie. Il faut y ajouter que les Pays-Bas ont signé hâtivement le traité sur la CECA, parce qu'ils étaient profondément persuadés que les Anglais auraient agi pareillement. Le but des Pays-Bas c'était de mettre obstacle aux nouveaux engagements et à une intégration supranationale. 3. La troisième initiative était l'initiative française. Le plan Fouché est en fait la focalisation des conceptions du général de Gaulle sur la coopération politique européenne. L'Assemblée, la coopération organisée des gouvernements qui disposent de la responsabilité politique, des institutions spécifiques subordonnées au gouvernement. Mais l'élection par le peuple de l'Assemblée ne fait pas partie du plan, et à cause de l'ignorance du plébiscite dans le Grundgesetz allemand, le référendum solennel sur l'Europe ne revient plus. L'idée de la coopération entre les gouvernements responsables se date relativement tôt. Le 25 février 1953, le général, comme le président du RPF, a proposé la mise en place d'un Conseil des premiers ministres. Le 12 novembre, il en a parlé plus en détail. Un conseil organique avec des sessions périodiques 113. Les dispositions plus importantes du plan Fouché 114. Le plan Fouché souligne que le projet suit la volonté des chefs d'État et des premiers ministres, déclaration de Bonn. Il est né dans le Quai d'Orsay, sous la responsabilité personnelle de Maurice Couve de Murville. Il est institué par le présent traité, une union d'États ci-après désignée par le terme « l'Union ». 115. Cette union se base sur le respect de l'autonomie des États et des peuples. Les droits et les obligations sont les mêmes. Elle est indissoluble 116. Les principales caractéristiques de ce premier plan sur une constitution européenne, au sein des communautés européennes sont les suivants. Le plan peut être considéré comme le projet constitutionnel d'une confédération politique qui aurait dû servir comme la base juridique, avec le traité de Rome, d'une union. Dans le préambule, les mots-clés de la confédération apparaissent. L'organisation de l'Europe dans une liberté respectant sa diversité.
Résolus à poursuivre le rapprochement de leurs intérêts essentiels, 117. Il s'agit d'un rapprochement et pas d'intégration ou d'unification. Les terrains d'action de la Confédération commune sont la politique étrangère, concernant les questions qui présentent un intérêt commun, la culture et la politique de défense. En outre, l'affection pour droits de l'homme pour la démocratie est encore une fois soulignée 118. Quant à la politique de défense commune, nous sommes arrivés au premier point délicat du traité. Le langage juridique ne peut pas cacher l'idée fondamentale du président de Gaulle pour une défense européenne autonome. Selon les mots du traité, l'adoption d'une politique commune de défense, ainsi par rapport à l'OTAN, la structure transatlantique existante, la mise en place d'une nouvelle politique européenne de la défense. Et à ce point-là même, le chancelier Adenauer a refusé la coopération. De quoi s'agit-il ? Quel serait le rapport établi entre l'OTAN et la nouvelle coopération ? En outre, même si nous connaissons la cohérence des idées du général, le traité donne une explication nébuleuse en coopération avec les autres nations libres. La notion en coopération avec suppose plus un parallèle des institutions coopérantes qu'une coopération au sein d'un seul organe, l'OTAN. Ainsi le projet surpasse la CED en projetant une démission collective des 6 de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord. À l'époque, cette idée semble être plutôt utopique que réaliste. Ces conjectures sont renforcées par des objections des 5 qui ont bien compris les intentions réelles. L'union avec une personnalité juridique est plus importante que des contrats interétatiques. Ainsi une nouvelle institution politique était établie. Les institutions de l'Union sont le Conseil, l'Assemblée parlementaire européenne et la Commission politique européenne. Certains éléments survivent dans l'Union européenne politique de nos jours. L'organe le plus important est le Conseil qui prend les décisions. Il existe en 2 formes. Le Conseil au niveau des chefs d'État ou de gouvernement qui se rassemble tous les 4 mois, et le Conseil des ministres des Affaires étrangères qui se réunit au moins une fois dans cet intervalle de 4 mois. Le Conseil décide le lieu des sessions 119. Ainsi les 2 formations se complètent. C'est le Conseil qui arrête chaque année le budget de l'Union, et qui est compétent à la révision du traité 120. Le plan ne décrit qu'à peine la structure intérieure du Conseil. Suivant les idées du général de Gaulle, il devrait être vraisemblablement directorial. Cela semble être renforcé par le fait que le président du Conseil ne possède aucun titre particulier, et que le Conseil se décide par l'unanimité. Et cette dernière est la garantie la plus importante de la souveraineté des États membres. La décision prise n'oblige pas les membres qui préfèrent l'abstention, mais ils peuvent y adhérer à tout moment. Voici la garantie de la stabilité. À court terme, cette méthode ne ressort pas à l'approfondissement de l'intégration. De surcroît, une notion dont la base est déjà connue dans le plan n'a réapparu que dans les années 1980. C'est la notion d'une Europe à plusieurs vitesses 121. Le droit d'abstention aboutit à l'intégration des États sur différents niveaux. Ainsi la coopération dans les domaines échéants n'oblige que de différentes compagnies des États 122. La Commission politique européenne 123 est l'une des grandes nouveautés du plan Fouchet. Cette commission n'est pas la même que celle de la CECA et de plus, elle diffère significativement des initiatives supranationales. À ce point-là, nous voudrions réfuter l'accusation selon laquelle l'ambition française et du général aurait été la dévalorisation de la Commission, de la CECA. La commission politique établie par le plan Fouchet 124 aurait des compétences significatives dans le domaine de la préparation des décisions et de l'exécution de celles-ci. Elle serait responsable de l'exécution du budget, et cette compétence peut être transmise à son président 125. La Commission dispose d'une autonomie interne assez large, mais sa dépendance du Conseil est évidente, vis-à-vis de la conception d'une commission supranationale sans contrôle. Selon les idées initiatives, elle se compose de hauts fonctionnaires appartenant à l'administration des affaires étrangères 126. Les 5 ont vraisemblablement incriminé la proposition du plan, que le siège du Conseil aurait été Paris, bien que les versions ultérieures du plan négligent cette proposition. Le bon sens nous dit qu'il est facile à concevoir que l'aménagement périodique, par 4 mois, d'un organe de l'exécution n'est pas fortement avantageux,
pendant que les acteurs de décision peuvent organiser leurs conférences dans les villes différentes. Les différentes versions du plan ne précisent pas les lieux de conférence du Conseil, mais vraisemblablement c'est la présidence tournante qui en déciderait 127. Conformément au plan, le principe de la politique européenne efficace serait la construction suivante, avec l'ignorance des principes supranationaux et avec le respect de la souveraineté des États membres. Pour une période de 4 mois, qui couvre une session au plus haut niveau et une autre des ministres des Affaires étrangères, les représentants d'un État donnent la présidence du Conseil au niveau des chefs d'État ou de gouvernement, organe législatif, et de la Commission politique européenne, l'organe exécutif. Ils décideraient ainsi sur le président du Conseil et sur l'ordre des sessions en harmonie avec leurs priorités. Ils surveillent également le président de la Commission, et dans la pratique, l'exécution des décisions prises pendant les présidences précédentes 128. L'Assemblée parlementaire européenne dispose du droit consultatif concernant les objectifs de l'Union, politique étrangère, culture, politique de défense 129. Les compétences de l'Union 130 ont un caractère général et n'incluent pas les questions économiques, afin de garantir ainsi les compétences des 3 communautés. La politique étrangère commune concernant les intérêts communs des États membres. Grâce à la politique de défense commune, l'Union augmente la sécurité des membres contre toutes les sortes d'agressions. La coopération dans le domaine des sciences et de la culture. Le droit et les libertés de l'homme et la sauvegarde de la démocratie. L'idée du regroupement des institutions européennes a été formée, car la communauté politique aurait mis en pratique l'unification des éléments supranationaux de la haute autorité de la CECA et de l'office de la CED 131. Proposition pour la supranationalisation du plan Fouchet, la déclaration de Strasbourg de l'Assemblée parlementaire européenne 132. Pendant que le processus de négociation entre les 6 était bloqué par la question de l'adhésion anglaise, l'Assemblée parlementaire européenne a mis en public sa déclaration concernant le plan Fouchet. Cette déclaration nous rend des aspects rétrospectifs très intéressants, par rapport au plan Fouchet, mais aussi quant à la situation générale au début du XXIe siècle, la première proposition abordant la question de la mise en place d'un SGHR 133. Une autre proposition pionnière a été traitée pour la coopération entre les institutions de l'Union et celles des communautés. Comme nous l'avons évoqué plus avant, issue de la déclaration de Bonn, l'Assemblée parlementaire européenne a été chargée de la révision du débat entre les chefs d'État, ce qui a été réalisé sous la direction de la délégation française. Les plus importantes recommandations sont les suivantes. L'Assemblée n'a accepté la Confédération qu'avec une restriction. Elle devrait être perçue comme la phase transitoire vers un système fédératif à l'avenir. L'Assemblée a cherché à éviter que les objectifs de l'union politique menacent les résultats de la CECA, de l'Euratom et de la CEE. Elle a également déclaré que la politique étrangère et de sécurité, gérée par l'Union, devait renforcer l'Alliance atlantique. Mais les détails les plus intéressants du rapport sont ceux qui touchent les relations institutionnelles. L'Assemblée demandait plus d'influence par rapport à ses relations avec le Conseil. Cela veut dire que le Conseil doit lui rédiger un rapport annuel sur son activité. Ces rapports devraient manifester désormais au sein de l'Union politique, suivant le modèle américain. Et ce rapport entre les 2 institutions doit être renforcé par une nouvelle fonction. L'Assemblée a proposé la mise en place d'un secrétaire général, d'un caractère politique, qui serait indépendant des gouvernements, nommerait de façon autonome ses collègues et ne serait responsable que devant l'Union. Ainsi, un élément supranational pourrait être introduit dans le cadre de l'union politique. La déclaration propose que le secrétaire général soit indépendant des gouvernements et puisse choisir librement ses collègues. Il serait l'organe exécutif du Conseil et l'informateur vers l'Assemblée. Il disposerait d'un pouvoir d'initiative. L'Assemblée peut le faire démissionner par une motion de censure. Le plan Fouchet propose une période de 4 mois qui couvre les 2 mois qui précèdent et 2 mois qui suivent un sommet. L'Assemblée y préférait une période de 6 mois. Le président pourrait participer à l'Assemblée et demander son opinion 134. En ce qui concerne les processus de prise de décision,
l'Assemblée suggérait le remplacement de l'unanimité et proposait de fixer les domaines où les décisions peuvent être prises par la majorité qualifiée. La conclusion, c'est que l'Assemblée a cherché à supranationaliser la proposition, en respectant les principes du plan français. Les délégations allemandes, belges, italiennes et luxembourgeoises ont accordé de la considération de ces propositions comme point de départ. Elles ont lancé l'idée du remplacement de la commission politique par le Haut Secrétariat indépendant proposé par l'Assemblée parlementaire, et de l'élaboration avant le 1er janvier 1966 d'un projet constitutionnel pour l'Union européenne. Ce projet inclurait le suffrage universel direct des députés du Parlement et la passation aux votations par la majorité qualifiée. L'échec du plan. Parmi les débats intenses, la dernière session de la commission s'est déroulée le 5 avril 1962. L'ambassadeur Catani a succédé à Christian Fouchet à la présidence. Mais les négociations de l'union politique avançaient vers un échec, car depuis décembre 1961, les Pays-Bas et la Belgique avaient soumis la signature d'un accord éventuel à la condition de l'adhésion britannique. Pendant la session de la commission ministérielle de l'UEO, le 10 avril 1962, la Grande-Bretagne a surpris tout le monde, sauf peut-être les Pays-Bas et la Belgique qui l'encourageaient. Elle a déclaré son intention de participer à la préparation d'une union politique. Il est intéressant que la proposition britannique sur l'union politique, présentée par IS, reflète fortement les objectifs français et se démarque de la version des 5. Évidemment, la France aurait été la plus intéressée par une participation britannique, mais avec une condition importante. Les Anglais doivent donner des garanties quant à l'indépendance de leurs objectifs de l'Alliance Atlantique. Mais ce n'était pas le cas. IS a déclaré : il est évident que la politique européenne de défense doit être liée immédiatement à l'Alliance Atlantique. De plus, la France s'inquiétait de la mention fréquente de l'espace économique atlantique dans le discours de M. IS. Pour rendre définitivement irréalisables les espoirs français, IS y a ajouté que la Grande-Bretagne maintenait les relations spéciales avec les États-Unis et le partenariat privilégié avec le Commonwealth 135. En bref, nous pouvons tirer la conclusion que la vraie cause de l'échec de la commission Fouchet était la réussite du ministre belge des Affaires étrangères PH Spaak qui, avec son homologue hollandais Lens, a réussi à créer un large antifront commun contre les objectifs français dans le domaine de l'adhésion britannique et du supranationalisme. Au cours d'une conférence de presse, le général a affirmé son engagement à côté d'une alliance et non une organisation atlantique à l'avenir, ce qui est exclu de la conception du général de Gaulle, comme la raison du refus 136. Le deuxième et le troisième argument contre le plan Fouchet, le refus de l'adhésion anglaise et les institutions supranationales devraient être traités ensemble. Le fameux dilemme de PH. Spaak les explique. Si vous ne voulez pas l'intégration, le développement du cadre supranational est, alors il faut la Grande-Bretagne et si vous ne voulez pas de la Grande-Bretagne, alors il faut l'intégration. Il nous faut l'un ou l'autre. Nous ne pouvons pas nous trouver sans l'intégration, ni sans la Grande-Bretagne, 137. Selon le président de Gaulle, Spaak a marié sans gêne les deux thés paradoxales des partisans de l'hégémonie anglo-saxonne et du supranationalisme 138. Les mémoires de Koudenov-Kalergi, publiées en 1966, renforcent ces arguments. Après son avis, ces deux prétextes sont en contradiction l'un avec l'autre, puisque l'adhésion anglaise à un État européen fédératif semblait irréelle en vue des intentions anglaises de s'isoler. Sauf une alliance des États souverains, le destin du plan Fouchet a laissé la porte ouverte devant les Anglais dans la future 139. Il est devenu évident que les deux aspects sont en antagonisme. Les Anglais ne sont pas connus au XXe siècle pour leur ambition pour une intégration trop forte. Depuis les années 1940, les efforts anglo-scandinaves fonctionnalistes s'affrontent souvent aux démarches des autres États qui luttaient pour une coopération fédérative sur le continent. Nous pouvons reformuler la question d'un autre aspect. La Grande-Bretagne en imposant une néanmoins série des conditions, et en étant presque toujours contre l'approfondissement de l'intégration, comment pourrait-elle adhérer à une communauté qui avance vers le supranationalisme ? Il nous paraît qu'il est impossible de répondre à cette question. Mais le général ne refuse pas l'adhésion éventuelle du Royaume-Uni,
Malgré ses réticences, Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.